Bonjour à tous. On va démarrer maintenant cette conférence plénière dont la thématique va être autour des transgressions de normes de genre. Pour cette conférence, le comité scientifique a proposé à deux sociologues de venir nous présenter leurs travaux sur cette question de transgression de normes de genre. Alors, vous allez voir qu'ils se situent chacun ou chacune sur une thématique du champ de la question des normes de genre très situé assez éloigné. Alors, Alice Olivier, qui interviendra en deuxième position, elle se situe sur son travail à porter sur la question des jeunes hommes qui s'engageaient dans des formations extrêmement féminisées du champ de la santé et du social qui sont très marquées par une construction féminine dans leur représentation et dans l'identité professionnelle qui accompagne ces formations. Donc là, on est bien dans le champ de la formation. Et pour sa part, Emmanuel Bobatti, lui, a développé tout un travail sur la question des transgenres et du processus de transition des personnes transgenres qui s'engagent dans une démarche de changement de genre. Donc, par rapport donc, à ces questions de transition, alors peut-être... deux points quand même pour commencer. D'abord, je devais vous animer cette conférence avec Randy de Guillem qui n'a pas pu au dernier moment être présente avec nous pour des raisons personnelles compliquées. Donc, je l'en excuse auprès de vous. Et deuxième point, alors bon, présenter quand même un peu plus Alice et Emmanuel. Donc tous les deux sont sociologues. Ils ont tous les deux en fait vont intervenir autour de leur travail de thèse qui les ont accompagnés récemment assez fortement. Donc tous les deux ont évolué depuis et ont changé de position. Ils pourront dire deux mots s'ils le souhaitent sur la nouvelle position. Donc, concernant Emmanuel, donc son travail de thèse, en fait, il vient de l'éditer dans ce livre, ce très beau livre qui s'appelle Transfuge de sexe, passer les frontières du genre. Donc c'est un travail de thèse qui avait été mené dans le laboratoire IRIS à l'EHESS sous la direction de Michel Boson. Et pour Alice Olivier, son travail de thèse a été mené à l'OSC à Sciences Po sous la direction d'Agnès Van Zanten. Et le titre de sa thèse était « Étudiants singuliers, hommes pluriels, orientation et socialisation masculine dans les formations féminines de l'enseignement supérieur ». Donc... Je vais leur passer la parole à chacun pour 30 minutes. On commencera par Emmanuel Bobatti, et puis on enchaînera avec la présentation d'Alice Olivier avant de donner la parole, avant de vous donner la parole pour des questions. Juste par rapport à leurs deux travaux, vous allez voir qu'ils pointent toute une série dans leurs interrogations et dans leur travail respectif. Ils vont pointer toute une série de convergences qui, je pense, du point de vue de ces journées, résonnent fortement. Alors, ils questionnent tous les deux les identités de genre, et ils questionnent il questionne les normes de genre, et plus particulièrement, ils interrogent tout ce qui remet en cause l'ordre du genre. Deuxième point de convergence pour moi, il y a la question du parcours qui est fondamental dans leur approche.
Donc il y a une importance de la question de transition, l'importance de la question des dynamiques, des processus de transgression des normes, de la remise en cause des assignations, et il y a une analyse en forme de parcours, d'étapes qui se dégagent de leurs travaux. Et troisième point de convergence, à mon avis, c'est que tous les deux pointent la question de la pluralité des figures qu'ils vont identifier dans ces parcours et ces transitions. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Maintenant, je vais passer la parole à Emmanuel Bobatti pour une demi-heure. Merci, bonjour à toutes et tous. J'espère qu'on entend bien sur le Zoom, que tout va bien. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ce colloque tant attendu qui a été repoussé. Donc pour cette session, je vais parler des mobilités de genre, parce que ces mobilités permettent en fait d'en dire beaucoup sur les transgressions des normes de genre, qui est l'intitulé de la session. Et pour faire ça, je vais revenir sur ma recherche passée sur les parcours trans. Et je terminerai en donnant aussi quelques perspectives un peu plus générales, puisque je travaille maintenant sur les mobilités de genre et la diversité de genre à plus grande échelle, à l'échelle de la population générale. Alors dans mes recherches donc, sur le changement de sexe, c'était ma recherche doctorale, en fait, je suis parti du constat que les transitions étaient très souvent conçues et étudiées comme une question d'identité, mais que, en revanche, elles étaient rarement abordées sous l'angle de la mobilité sociale. Bon, alors qu'en sociologie, on a beaucoup de travaux qui s'intéressent aux mobilités sociales de classe, mais presque aucun travail ne s'était penché sur les mobilités sociales de sexe. Donc c'est cet angle-là que moi j'ai choisi. J'ai considéré le changement de sexe comme un passage de frontières sociales. Et c'est cette idée qui m'a amené à considérer les trans comme des transfuges de sexe, ce qui était le titre de ma thèse et aussi de l'ouvrage qui en a été tiré. Donc certains connaissent une ascension. C'est le cas des hommes trans qui transitionnent de femmes à hommes et qu'on appelle aussi les female to male, les trans female to male ou FTM. D'autres connaissent un déclassement, c'est le cas des femmes trans qui transitionnent d'homme à femme et qu'on appelle aussi les trans male to female ou MTF. Et j'ai pu observer que ces deux versants de la mobilité sociale de sexe ne donnaient pas lieu au même parcours de vie et aux mêmes expériences de vie. Mais en étudiant ces mobilités sociales de sexe, j'ai aussi pu faire un autre constat qui s'est avéré finalement décisif. Et ce constat, c'était que les mobilités sociales de sexe ne se résument pas à des passages d'homme à femme ou inversement. Au cours de ce travail, j'ai remarqué notamment que des mobilisations non binaires ont émergé, des mobilisations de personnes qui ne se disent ni hommes ni femmes. Et effectivement, j'ai trouvé chez les trans une diversité d'identification de genre, mais là encore, ce n'était pas qu'une question d'identité. J'ai aussi trouvé toute une diversité de pratiques, notamment de pratiques corporelles, de pratiques juridiques, une diversité aussi de conception de ce qu'est une transition de genre, et plus généralement de ce que c'est que le genre, au fond. Et finalement, donc, il s'est avéré que les personnes trans n'étaient pas classables dans deux et seulement deux catégories, hommes et femmes. Et ce constat, il m'a amené à aller encore plus loin dans l'analogie que je faisais finalement entre genre et classe, m'a amené à cartographier ce que j'ai appelé un espace social du genre. Il y a un certain nombre de travaux qui ont étudié ce qu'on appelle l'espace social de classe, mais en sciences sociales, là encore, il n'y a pas vraiment d'équivalent de ces travaux en matière de genre. Pierre Bourdieu, par exemple, évidemment, a complexifié l'approche marxiste. Il a montré que l'espace social de classe ne se résume pas à une opposition entre deux et seulement deux classes hermétiques, l'une bourgeoise, l'autre prolétaire, qui seraient définies uniquement par la place qu'elles occupent dans les rapports économiques de production. Et bien de la même manière, moi j'ai fait l'hypothèse que le genre ne se résume pas forcément à une opposition entre deux et seulement deux groupes hermétiques et unidimensionnels surtout. Dans cette recherche, j'ai donc considéré le genre finalement comme un espace social dans lequel les positions des individus sont à la fois plurielles, composites et mobiles au cours de la vie. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter quelques éléments empiriques pour étayer ces concepts de mobilité sociale de sexe et d'espace social du genre.
Mais avant d'aller plus loin, je précise à partir de quelle méthode j'ai travaillé. J'ai travaillé à partir de méthodes mixtes, à la fois qualitatives et quantitatives. Dans ma thèse, j'ai fait des entretiens biographiques avec des personnes trans et j'ai aussi travaillé sur une base de données statistiques de l'INSERM qui comprenait près de 400 personnes trans. Bon, c'est un petit échantillon, mais pour les trans, c'est déjà beaucoup. Donc je vais maintenant vous présenter quelques éléments concrets que j'ai pu observer, sans rentrer dans les détails, mais voilà pour comprendre un peu le fil de pensée que j'ai pu avoir et donc à propos à la fois des trajectoires de mobilité sociale de sexe et de la composition de cet espace social du genre. Alors d'abord, quelques mots à propos des trajectoires de mobilité sociale de sexe. En fait, selon le sens de cette mobilité sociale, je me suis rendu compte que les trans n'étaient pas accueillis et acceptés de la même manière. Et pour comprendre ça, il faut d'abord faire un détour par les temporalités de leur vie. Ces temporalités peuvent être très différentes. On rencontre 3 très grands profils de trajectoire chez les trans. Alors, quels sont ces 3 profils ? Eh bien, il y a d'abord à peu près la moitié des femmes trans qui a connu, entre guillemets, une première vie au masculin avant la transition. Ces femmes trans, en fait, elles font leur transition tard dans la vie, sur le tard. Et avant leur transition, elles ont une vie professionnelle et familiale en tant qu'hommes. Elles sont généralement mariées en tant qu'hommes avec une femme avec qui elles ont des enfants. Donc ça, c'est un premier profil de parcours. Et l'autre moitié des femmes trans, des male to female, en revanche, transitionnent beaucoup plus jeunes sans avoir connu cette première vie au masculin, cette première vie familiale, notamment au masculin. Quant aux hommes trans, eh bien, eux, ils n'ont presque jamais connu une première vie, entre guillemets, au féminin. Ils transitionnent donc en moyenne beaucoup plus jeunes que le groupe des femmes trans dans son ensemble. Pour vous donner une idée, l'âge médian du début de transition chez les femmes trans, c'est 37 ans, alors que pour les hommes, l'âge médian du début de transition, c'est 25 ans. Donc ça fait un sacré écart d'âge. Par ailleurs, on peut observer que pour 2 profils donc, de trajectoire M2F, il n'y a qu'un seul grand profil F2M. Et du coup, je me suis demandé comment expliquer ça. Pourquoi il y a la moitié des femmes trans qui transitionnent tard, après une première vie au masculin, alors que les hommes trans transitionnent tous dans la jeunesse. Alors ce phénomène, je l'ai interprété comme étant lié à une tolérance asymétrique de la transgression de genre, ce qui nous intéresse peut-être particulièrement dans cette session. On le sait déjà bien grâce aux études sur la socialisation différenciée. La masculinisation d'une femme peut être tolérée jusqu'à un certain point seulement, alors que la féminisation d'un homme est souvent conçue comme quelque chose de profondément dégradant, ce qui en dit long, bien sûr, sur la représentation qu'on se fait de la féminité elle-même. Se féminiser pour un homme peut être perçu par les autres hommes comme un déclassement tout à fait inacceptable. Le fait que de la féminité vienne s'immiscer dans la maison des hommes, pour le dire autrement, tend à venir menacer leur propre masculinité, ce qui peut susciter beaucoup de violence. Lorsque donc de futures femmes trans commencent à se féminiser, eh bien, elles font immédiatement l'expérience de violence, en fait, ce qui est un peu moins le cas pour les hommes trans. Et elles font aussi l'expérience de rupture familiale. Pour les parents aussi, une ascension de sexe est plus acceptable qu'un déclassement. Et parce que, du coup, elles risquent gros en transitionnant, eh bien, la moitié des futures femmes trans essayent donc, dans un premier temps, de renoncer à la transition. En général, ce qui se passe, c'est qu'au premier signe de féminisation, elles subissent un épisode de violence tellement terrible, ça revient très souvent, qu'elles renoncent ensuite à la transition. Elles essayent finalement de rentrer dans le rang, de devenir des hommes hétérosexuels, elles font famille, et puis elles transitionnent finalement malgré tout à un âge avancé. Et ça, c'est un type de parcours qu'on retrouve très rarement en fait, chez les hommes trans. Pour eux, la masculinisation va être au début moins stigmatisante dans un premier temps, notamment parce qu'ils vont d'abord être perçus comme des garçons manqués. Autrement dit, aucun obstacle n'est vraiment assez fort pour amener les F2M à renoncer à la transition dans la jeunesse. Et c'est ce qui fait aussi que les hommes trans ont des trajectoires, disons, plus linéaires que les femmes trans. En fait, contrairement aux femmes trans, les hommes trans ne savent pas exactement quand ils ont passé la frontière du genre, quand leur transition a réellement commencé. En fait, au début de chaque entretien, moi, je posais exprès une question très vague. Je disais, vous avez fait un parcours de transition, est-ce que vous pouvez me dire comment tout a commencé ?
eh ben, les femmes trans me disaient, me donnaient des réponses précises. Ça a commencé en août 2009, voilà, bon, c'était assez clair, alors que les hommes trans ne savaient jamais répondre. C'était, oh, bah, je sais pas, j'ai commencé par faire ça, il s'est passé ça, je m'habillais comme ça, etc. Et c'était très compliqué de donner un moment précis de passage de cette frontière. Donc pour eux, finalement, la transition, elle représente un processus assez progressif, pas à pas, alors que pour les femmes trans, c'est vraiment de l'ordre de la rupture biographique. Donc je ferme cette parenthèse et j'en reviens aux trajectoires. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a 3 grands profils de trajectoires trans. Et j'ai pu observer que ces 3 grands profils de parcours correspondaient aussi à différentes trajectoires sexuelles. Je vais prendre l'exemple aujourd'hui de la sexualité avant la transition. Avant leur transition, les femmes trans qui ont connu cette première vie au masculin et qui transitionnent tard, en fait, sont des hommes hétérosexuels avant leur transition, souvent mariés avec enfants. L'autre moitié des femmes trans, celles qui transitionnent plus jeunes, en passent brièvement par l'homosexualité masculine, le plus souvent, avant de décider de transitionner assez jeunes. Et les hommes trans, eux, transitionnent tous jeunes et presque toujours après une trajectoire lesbienne, une assez brève trajectoire lesbienne. Et ces trajectoires sexuelles, elles m'ont beaucoup intéressé parce qu'au fond, je me suis rendu compte que les changements de sexe passaient vraiment par la sexualité. La sexualité est un des foyers de la fabrique du genre, comme le formule Isabelle Claire, et j'ai vraiment pu m'en rendre compte très empiriquement. Pour les futures femmes trans, les futures M2F, l'hétérosexualité comme l'homosexualité masculine avant la transition ont pour fonction d'essayer de maintenir les apparences de la masculinité, même si l'hétérosexualité va inscrire beaucoup plus durablement dans le sexe masculin. Pour celles qui transitionnent tard, le fait d'être un homme hétérosexuel avant la transition, c'est vraiment un moyen d'essayer de rentrer dans le rang, d'oublier son désir de transition elle-même. Pour ce qui est de celles qui sont gays avant la transition, qui transitionnent plus jeunes, elles, c'est un peu différent. Elles savent déjà qu'elles sont des femmes et elles disent qu'elles se faisaient passer pour homosexuels, passer pour gays, pour essayer de gagner du temps, en fait, d'avancer dans leurs études, de trouver un emploi, etc., pour éviter d'être précarisées, et pour essayer de maintenir les apparences. Elles ont l'impression que c'est un moindre mal socialement et que du coup, elles se protègent en se faisant passer pour gays. Mais dans les deux cas, finalement, hétérosexualité comme homosexualité masculine, il s'agit de maintenir les apparences pour soi et ou pour les autres. Voilà. Les apparences de la masculinité. Pour les futurs hommes trans, à l'inverse, le lesbianisme, c'est déjà une manière de s'extraire de leur catégorie de sexe d'origine, la catégorie femme. En étant lesbienne, ils se soustraient au regard des hommes et surtout, ils se soustraient à l'appropriation privée par un homme dans le cadre conjugal, sexuel, domestique. Et ça, c'est quelque chose qui renvoie à l'adage d'une théoricienne féministe, Monique Wittig, qui disait « Les lesbiennes ne sont pas des femmes ». Les lesbiennes ne sont pas des femmes justement parce que dans certaines sphères de la vie, elles peuvent s'affranchir de l'emprise de la domination masculine. Donc d'une certaine manière, en étant lesbiennes, les futurs hommes trans ne sont déjà plus tout à fait des femmes, ce qui participe aussi du fait qu'ils ne savent pas vraiment quand leur transition a commencé. En général, la réponse à ma première question, c'était « Oh, bah, je sais plus, je m'habillais comme ça, et puis je me souviens que j'étais attirée par des filles. » Donc il y a une intrication en fait avec le lesbianisme dans le début de la transition. Donc finalement, les gays restent des hommes, tandis que les lesbiennes ne sont déjà plus tout à fait des femmes. Donc pour résumer, j'ai trouvé chez les trans j'ai trouvé chez les trans différents types de parcours. J'ai trouvé des trans qui avaient été auparavant des hommes hétéros, des gays, des lesbiennes, mais par contre, presque jamais des femmes hétérosexuelles avant la transition. Donc au final, si on regarde les choses autrement, sous un autre angle, on peut se dire que seules les femmes hétérosexuelles n'envisagent que très rarement de changer de sexe. Les femmes qui refusent le sexe qui leur a été assigné n'entrent pas dans la conjugalité hétérosexuelle, alors que beaucoup d'hommes peuvent s'y résigner. Dans cette recherche, donc, je me suis intéressée à tout ce déroulement des trajectoires socio-sexuelles, si on peut dire, des trans, donc, mais je me suis aussi intéressée à leur expérience, à leur vécu de ces parcours.
Parce que dans des parcours de changement de sexe, on passe pas d'un côté à l'autre sans jamais regarder en arrière. En réalité, on le sait, et c'est l'objet aussi de ce colloque, les frontières se passent rarement sans regarder en arrière. On le voit dans certaines enquêtes sur les trajectoires migratoires, sur les transfuges de classe. Quand on passe une frontière, on emmène avec soi un certain bagage. Et ce bagage, il donne une vision toute particulière du territoire d'arrivée. Et ce phénomène-là, il est valable, en tout cas moi je l'ai retrouvé chez les trans, dans les transitions de genre, puisque les changements de sexe sont toujours de très puissants révélateurs des privilèges qui ont été gagnés ou de ceux qui ont été perdus. Et j'ai pu observer que le fait d'en gagner des privilèges de genre était souvent moins bien vécu que le fait d'en perdre. D'un point de vue subjectif, les hommes trans composent plus difficilement avec leur mobilité de sexe que les femmes trans. Comme chez les transfuges de classe en ascension, la promotion sociale des hommes trans peut susciter chez beaucoup d'entre eux une certaine tension. Une tension intérieure, subjective, entre la mémoire de leur groupe d'origine et les normes de leur sexe d'arrivée. Tension qui n'a pas vraiment d'équivalent chez les femmes trans. Du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup d'hommes trans ont du mal, notamment, à se dire hommes, à s'énoncer comme tels, encore plus hommes hétérosexuels. Et ils peuvent rencontrer des difficultés, par exemple, dans l'entre-soi masculin, ce qui s'accompagne souvent d'un profond malaise, tandis que ça n'est pas le cas pour les femmes trans parmi les femmes, où il n'y a pas forcément de soucis dans l'entre-soi. Mais il n'y a pas que le sens de cette mobilité sociale de sexe qui joue en fait dans le rapport aux normes du sexe d'arrivée. Et c'est là que j'en arrive justement à cette question d'espace social du genre pour complexifier un petit peu tout ça. En fait, dans cette recherche, comme je le disais, j'ai essayé de montrer que le genre ne pouvait pas être réduit à seulement deux catégories unidimensionnelles. Et du coup, j'ai essayé de cartographier un espace social du genre par analogie, mais aussi parfois en articulation avec l'espace social de classe. J'ai d'abord fait une petite modélisation statistique, une analyse des correspondances multiples, ou ACM, qui permet de dessiner un espace social, puis une classification à partir de cet ACM qui permet de dégager différents pôles dans cet espace. Et pour ce modèle, j'ai sélectionné différentes variables relatives à des identifications ou des pratiques de genre pour rendre compte justement de ce caractère composite du genre qui ne se résume pas à une identité et qui ne se résume pas non plus à un état civil. Donc j'ai inclus l'identification de genre, effectivement, mais aussi, par exemple, la chirurgie, le changement de sexe à l'état civil, ou encore tout ce qui a trait à l'engagement associatif trans, le fait de militer activement, le fait de consulter des associations pour avoir des infos médicales et juridiques. Et cet engagement associatif, en fait, il me paraissait intéressant. Déjà, j'ai fait avec ce que j'ai pu dans le questionnaire, c'est-à-dire pas grand-chose, honnêtement. Mais surtout, cet engagement associatif, il me permettait d'avoir quelques infos quand même sur le genre, de comprendre notamment le rapport à la visibilité en tant que trans, en tant que personne qui transgresse potentiellement cet ordre du genre. Ça permet de comprendre aussi le rapport aux protocoles institutionnels de changement de sexe, protocoles médicaux, juridiques, des protocoles dont il faut bien avouer qu'ils sont quand même très, très binaires, du point de vue du genre, et ça permettait aussi de comprendre le rapport aussi à des normes alternatives du point de vue du genre qui peuvent être produites par les mobilisations collectives, féministes, LGBT, trans, etc. Donc cet espace, il s'est avéré qu'il était structuré par deux grandes dimensions. D'abord, par une dimension que j'ai appelée le rapport au réseau et au mouvement trans, ce qui peut constituer une certaine forme de capital social, en quelque sorte, l'entre-soi, la non-mixité, on pourrait dire aussi. Et ensuite, la deuxième dimension qui est apparue très clairement, c'est le rapport aux standards de genre institutionnels. Donc ici, les standards, en l'occurrence, des protocoles de changement de sexe, des protocoles institutionnels plutôt binaires. Donc tout le monde n'a pas le même rapport à l'entre-soi, tout le monde n'a pas le même rapport aux standards institutionnels binaires. Dans l'espace structuré par ces deux grands axes, différents registres d'action et d'identification de genre sont apparus. Et trois grands groupes, notamment, ont émergé. Et je les ai appelés, juste pour m'y retrouver, mais c'est extrêmement caricatural, les conformes, les stratèges et les non-binaires. Donc les conformes, ils répondent strictement aux standards institutionnels. Ce sont des personnes qui, c'est un premier groupe qui s'identifie
clairement de manière binaire, qui se dit soit homme, soit femme. Ce sont des personnes qui vont beaucoup avoir recours aux chirurgies, conformer leur corps aux standards de leur sexe, changer d'état civil quasi systématiquement, donc conformer aussi leur état civil. Ce sont des personnes, par ailleurs, qui ne recherchent absolument pas d'entre-soi, qui ne fréquentent pas d'autres personnes trans, qui n'ont pas recours aux espaces trans. Un deuxième groupe que j'ai appelé les stratèges, eux, ce sont des personnes qui respectent aussi pas mal les prescriptions des protocoles médicaux et juridiques, mais moins que les conformes quand même. Alors, ils se font beaucoup opérer aussi, par exemple, ils ont recours aux chirurgies, mais ils s'identifient pas toujours comme homme ou femme, par exemple. Il y en a d'autres qui s'identifient autrement, comme des fois non-binaires, des fois queer, des fois agenres, plein d'autres réponses possibles, mais que j'avais recodées. Par contre, on remarque que eux, par contre, ils sont présents dans les espaces trans, mais uniquement pour y collecter des informations médicales et juridiques. Pas pour y militer. Ce ne sont pas des militants, mais ils fréquentent par contre des collectifs trans pour y collecter des infos, des conseils qui vont en fait leur permettre de performer les attentes institutionnelles binaires lorsqu'ils en ont besoin, lorsque c'est nécessaire pour eux. Enfin, j'ai trouvé un troisième groupe que j'ai appelé ici les non-binaires, qui sont des personnes, donc elles, qui par contre militent activement. Ce sont vraiment des militants et des militantes, qui ont un rapport aussi beaucoup plus distendu, par contre, que les autres groupes, au modèle proposé par les protocoles. Ce sont des personnes qui se font majoritairement pas opérer, qui ont moins recours aux modifications corporelles, qui changent assez peu d'état civil, et qui, bien sûr, se disent très largement autre chose que homme ou femme. Donc ça peut être non-binaire, ça peut être autre chose. Il y avait 200 réponses différentes dans le questionnaire qu'on a recodé qualitativement. Donc j'ai pu identifier ces trois grands groupes, et ces trois grands groupes, en fait, portent des conceptions du genre qui sont différentes, et qui s'affrontent, en fait, entre elles. Parce que dans un espace social, les normes des uns et des unes ne sont pas forcément celles des autres. Et c'est pourquoi, quand on parle de transgression des normes de genre, comme on le fait dans cette session, c'est toujours important de savoir de quelles normes on parle, de quelle transgression on parle. Dans un espace social, il y a différents pôles normatifs. Et les individus et les groupes se jugent les uns et les autres et se distinguent les uns des autres, de manière toujours très relationnelle. Alors, quelques mots sur ces dynamiques relationnelles ici. En fait, j'ai pu observer d'abord que les tenants de l'ordre établi, que j'ai appelés caricaturalement les conformes, se distinguaient de ceux et celles qui portaient des conceptions plus alternatives du genre. En général, par exemple, et ça c'était très clair dans les entretiens, ils voient les non-binaires comme des personnes un peu marginales, un peu des freaks. Ils n'adhèrent pas trop à la non-binarité, ces personnes-là. Et ces tenants de l'ordre établi, ce sont pour beaucoup des femmes trans qui ont longuement vécu au masculin. Le premier profil que je décrivais tout à l'heure, des personnes qui ont transitionné tard et qui ont eu toute une vie professionnelle au masculin avant, une vie familiale, etc., et qui ont peut-être moins intérêt que d'autres à mettre en question ce modèle homme-femme, puisqu'elles ont longtemps occupé une position sociale masculine. Bon. Parmi les personnes qui défendent cet ordre binaire, on trouve aussi par ailleurs des générations plus anciennes que dans les autres groupes, qui sont un petit peu moins gender fluides que les jeunes, pour des questions de génération, mais aussi pour des questions d'âge, tout simplement, parce que plus on avance dans la vie, et puis plus on est contraint de rentrer dans des cases administratives, professionnelles, etc. Ce modèle binaire, donc, qu'on retrouve dans ce groupe, c'est celui clairement qui reste le plus légitime, et qui, parce que voilà, il organise le monde social dans lequel on vit, on le sait. Mais il y a aussi d'autres positions de genre, ce que j'ai appelé des positions de genre, comme on peut parler de positions de classe. D'autres positions de genre peuvent aussi trouver de la légitimité ailleurs, comme par exemple dans une légitimité de classe qui consiste à se montrer réflexif et critique vis-à-vis de la binarité de genre. C'est là que j'en viens aux non-binaires. Les non-binaires aussi, même s'ils n'occupent pas les positions les plus légitimes dans l'espace du genre, eh bien, ils produisent leurs propres normes et leurs propres jugements.
Comme je le disais, les non-binaires, ils sont très présents dans les mobilisations collectives. On les trouve beaucoup dans l'entre-soi, dans les mobilisations, dans les espaces de personnes concernées. Et ils sont fortement imprégnés de ce fait de ce qu'on peut qualifier, de ce qu'on peut appeler peut-être des nouvelles normes féministes et LGBT. Des normes qui peuvent les amener à critiquer la binarité de celles et ceux qui jugent trop binaires. Parmi les non-binaires, on trouve beaucoup de personnes très jeunes, souvent encore étudiantes, souvent d'ailleurs étudiantes dans le supérieur. Donc sans surprise, les jeunes se représentent le genre de manière plus fluide que leurs parents, sans compter que on est peut-être plus subversif à 20 ans qu'à 50 aussi, parce qu'on n'a pas encore toutes les contraintes matérielles de la vie adulte. Parmi les non-binaires, donc, on trouve beaucoup de personnes par ailleurs qui ont initialement été socialisées au féminin, donc qui ont été assignées au sexe féminin à la naissance et qui ont connu une trajectoire au féminin avant la transition, et qui ont peut-être de ce fait plus intérêt à s'affranchir et s'émanciper de ce modèle homme-femme. On trouve aussi parmi eux des personnes particulièrement diplômées. C'est vraiment un groupe beaucoup plus diplômé que les autres, beaucoup plus que les conformes, notamment parce que dans certains milieux fortement dotés en capital scolaire et culturel, eh bien, on observe, et ça on le voit dans un certain nombre de travaux déjà, que on retrouve un développement d'une certaine norme d'égalité homme-femme, un ethos égalitaire, voire même parfois une norme de subversion du genre, le fait d'afficher une certaine non-conformité de genre, et de se montrer réceptif au discours des mobilisations féministes LGBT. Tout ça peut constituer un marqueur de modernité, entre guillemets. Ce qui ne veut pas dire pour autant que les inégalités de genre disparaissent et que les pratiques changent, au fond, fondamentalement. Mais en tout cas, il existe une posture non conforme, féministe, gay-friendly, qui peut constituer un nouveau type de distinction. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui a été bien montré récemment par Wilfried Roh ou encore par Sylvie Tissot à propos de la gay-friendliness. Mais le fait de se montrer non conforme, ce n'est pas toujours possible, surtout quand on ne peut pas matériellement se permettre de l'assumer au grand jour. Quand on est précaire, par exemple, eh bien, ça peut être compliqué en raison de difficultés matérielles qui se posent déjà. Et les personnes précaires, d'ailleurs, moi j'ai pu l'observer très concrètement dans les entretiens, peuvent expérimenter une certaine violence symbolique en provenance de celles et ceux qui peuvent se permettre de s'afficher non-binaires, non-conformes au grand jour, dans tous les contextes. Il y en a qui le vivent vraiment mal, qui m'en parlaient beaucoup. Donc, lorsque, justement, les personnes n'ont pas beaucoup de ressources, qu'elles sont précaires, et c'est des dynamiques qu'on retrouve aussi beaucoup chez les personnes racisées, celles que j'ai eues en entretien, je l'ai vues aussi, eh bien, ces personnes-là ont quand même une marge de manœuvre parce qu'elles peuvent avoir recours à des stratégies dans certains contextes. En matière de genre, on ne se comporte pas forcément pareil dans tous les cadres et avec tout le monde, comme avec ses amis, au travail, ou encore moins face aux représentants d'une institution. On peut très bien ne pas se reconnaître complètement dans les catégories d'hommes et de femmes, dans les normes de genre associées, mais les performer en pratique dans des cadres sociaux où il s'agit d'avoir accès à certains droits, à un travail, à un logement, pour essayer de minimiser les risques. Parce qu'on ne peut pas se permettre de prendre trop de risques quand on est précaire. Donc c'est ça que font ceux que j'ai appelés les stratèges et qui vont en fait récolter des informations dans l'entre-soi auprès de leurs pairs pour arriver à bien performer ensuite, notamment auprès des psychiatres, des médecins ou des juges dans le cadre du changement de sexe à l'état civil. Donc, auprès de leurs pairs, ils font un apprentissage stratégique de la respectabilité de genre, d'une certaine manière. Ils apprennent à faire genre, en quelque sorte. Donc, finalement, les positions de genre, on voit qu'elles peuvent fluctuer au fil de la vie, mais aussi varier selon les moments et selon les cadres de l'interaction. Donc je vais conclure brièvement en disant que ce que j'ai essayé de faire dans cette recherche, c'est de partir de la sociologie du genre, puisque moi je venais de là, pour évoluer un peu vers le cadre de pensée de la sociologie des classes et des mobilités sociales. Alors
Alors la prochaine étape maintenant va être d'essayer de transposer ces réflexions à plus grande échelle, à l'échelle de l'ensemble de la population, parce que je fais l'hypothèse qu'il n'y a pas que les trans, au fond, qui sont concernés par la diversité et par les mobilités de genre. En fait, on a déjà beaucoup de travaux sur la socialisation, par exemple, et sur les styles de féminité, sur les styles de masculinité, qui ont déjà montré la pluralité des façons d'habiter le genre. Certaines recherches ont aussi montré que des événements comme un changement conjugal, un changement d'orientation sexuelle, un changement professionnel ou encore un épisode de violence pouvaient changer un peu le cours des choses dans les rapports qu'on peut entretenir au genre au cours d'une trajectoire de vie. Donc voilà, les mobilités, si vous voulez, de genre, moi je fais l'hypothèse qu'elles sont peut-être pas toujours aussi spectaculaires qu'un changement de sexe, mais qu'il y a quand même des choses à explorer du côté des petites mobilités et des transgressions plus discrètes. Mais là encore, il s'agit toujours de savoir, encore une fois, de quelle transgression et de quelle norme on parle. Et ça, le concept d'espace social du genre pourra peut-être permettre de le déplier davantage en cartographiant justement différents pôles normatifs qui coexistent à notre époque en matière de genre. Je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention. Écoute, je te remercie, Emmanuel, et pour ton intervention et pour la maîtrise parfaite des timings. Alors, s'il y a éventuellement que des questions de compréhension à ce stade-là, mais pour les questions de fond, je vous propose qu'on les garde pour après la présentation d'Alice. Donc, il n'y en a personne sur le chat, donc personne dans la salle. Donc, je vais passer la parole à Alice pour une demi-heure aussi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci déjà aux organisatrices et organisateurs des rencontres Jeunes et Société pour l'invitation. Alors, ma présentation d'aujourd'hui va se fonder sur une recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse en sociologie, ça a été rappelé, une thèse qui a été soutenue en 2018 et dans laquelle je me suis intéressée aux rares étudiants hommes de formation dite féminine de l'enseignement supérieur en France. Je suis donc contente d'avoir l'occasion de revenir sur cette recherche aujourd'hui et puis d'en discuter avec vous. Alors, dans le cadre de ces rencontres sur la thématique de l'improbable, et plus spécifiquement de cette session sur les transgressions des normes de genre, je propose de mobiliser cette recherche pour réfléchir à la question suivante. Comment les trajectoires atypiques de ces étudiants hommes éclairent-elles les fonctionnements de l'ordre du genre, qu'on entend donc comme le système social qui bicatégorise et hiérarchise les sexes et les valeurs et représentations qui leur sont associées, donc une définition qui a été donnée dans le manuel d'introduction aux études de genre par Laure Bérény et ses collègues. Notamment, quels enseignements spécifiques peut-on tirer du fait que ces trajectoires atypiques sont ici le fait de dominants de l'ordre du genre ? Ma présentation va s'appuyer sur l'ensemble de ma recherche, mais mobilisera notamment les résultats que j'ai publiés en 2020. Je vous ai mis ici la référence d'un OVE Info. Alors, pour commencer, quelques mots de présentation générale sur cette recherche et sur l'enquête sur laquelle elle repose. Mon intérêt pour ce sujet est parti d'un constat simple. Les choix d'orientation sont très fortement marqués par le genre à toutes les étapes de la scolarité. Ça, c'est un résultat qui a été très largement mis en avant dans la littérature. Il y a beaucoup de travaux qui ont donné des pistes d'explication à ce phénomène, mais finalement, relativement peu, ou en tout cas moins, de recherches ont été consacrées aux trajectoires que l'on peut qualifier d'atypiques, autrement dit, au parcours des personnes qui s'orientent vers des filières usuellement fréquentées par l'autre sexe. Pourtant, ces cas posent une question simple, mais importante, qui nous réunit d'ailleurs aujourd'hui dans ces rencontres, à savoir comment expliquer sociologiquement l'atypisme. Plus spécifiquement, puisque les normes influencent fortement les choix d'études, comment expliquer ces trajectoires d'étudiants hommes qui semblent très improbables ? Les quelques travaux qui existaient déjà avaient surtout été consacrés de fait aux femmes qui s'orientent vers des domaines dits masculins. Alors bien sûr, ces travaux sont extrêmement importants, mais il m'a semblé aussi intéressant d'étudier les hommes aux trajectoires atypiques, notamment pour 3 raisons. La première, c'est que les hommes, d'une manière générale, font eux aussi des choix sexués. Et d'ailleurs, ils se conforment davantage que les femmes à la segmentation genrée des filières.
La deuxième raison, c'est qu'en s'intéressant peu aux hommes, il me semble que l'on risque de reproduire l'idée selon laquelle leur parcours atypique, qui représente un déclassement dans l'ordre du genre, serait peu souhaitable. Et enfin, il me semble qu'explorer les logiques d'orientation en formation des hommes de filières dites féminines, c'est un moyen d'analyser les fonctionnements de l'ordre du genre en se plaçant d'un côté moins investi dans la littérature, à savoir celui des dominants, ce qui augurait donc d'éclairages particuliers sur les systèmes de domination et notamment sur le système de genre. C'est donc à partir de ces constats que j'ai décidé de travailler sur les orientations atypiques d'étudiants hommes dans l'enseignement supérieur. Je me suis donc appuyée sur les outils théoriques de la sociologie de l'éducation, de la socialisation et du genre pour poursuivre deux objectifs. Le premier objectif, je l'ai rappelé déjà, c'était d'expliquer sociologiquement les choix d'orientation en apparence très improbables de ces étudiants. L'idée, c'était alors d'éviter une lecture sensationnaliste et qui se focaliserait sur le fait que ces trajectoires sortent de l'ordinaire, mais bien de les analyser comme les autres choix scolaires, comme des actes sociaux construits à la croisée des caractéristiques des individus et de médiation extérieure. Le deuxième objectif, c'était d'étudier la socialisation de genre qui s'exerce sur les hommes une fois en formation, pour saisir bien sûr les effets dispositionnels de cette socialisation sur les étudiants, mais aussi, plus largement, pour rendre compte des normes sexuées que ces processus mettent en lumière. L'ambition plus générale du travail était alors double. Bien sûr, rendre compte et raison de ces trajectoires atypiques, mais aussi, en plaçant à un autre niveau, de se servir de ces trajectoires pour contribuer à une réflexion sociologique plus large, notamment en lien avec ce qui nous intéresse aujourd'hui, sur les fonctionnements de l'ordre du genre. Dans cette perspective, il me semble qu'on peut envisager les trajectoires atypiques à la fois comme des miroirs inversés et comme des miroirs grossissants sur les normes. Un miroir inversé, pour reprendre une expression de Charlotte de Best, parce que les configurations et les pratiques marginales sont susceptibles d'informer en creux sur les normes, de donner à voir des logiques qui se trouvent atténuées dans ces contextes. Mais aussi un miroir grossissant, parce que finalement ces configurations et ces pratiques atypiques peuvent aussi avoir un effet de loupe sur les normes, rendant saillantes d'autres logiques qui se trouvent au contraire renforcées dans ces situations. En d'autres termes, pour reprendre une expression de Pierre Merclé, il me semble que les situations improbables constituent des points d'observation stratégiques sur les systèmes de contraintes qui font justement leur improbabilité. Alors, pour mener concrètement cette recherche, j'ai mis en place une enquête au sein de deux formations de l'enseignement supérieur, à savoir les études d'assistantes de service social et les études de maïeutique, c'est-à-dire les études pour devenir sage-femme. J'ai notamment choisi ces deux filières, alors pour plusieurs raisons, mais notamment parce qu'on peut les qualifier de filières féminines au sens fort du terme, ce qui me permet de préciser ce que j'entends par ce terme-là. Alors bien sûr, ce sont des filières qui sont très largement féminisées, on est à plus de 90% de femmes dans ces formations, mais si je les qualifie de filières féminines, c'est aussi parce qu'elles ont été historiquement construites comme des formations pour les femmes, et parce qu'elles renvoient à des dispositions et à des caractéristiques techniques et symboliques qui les placent du côté de ce qui est socialement associé aux femmes et au féminin. Dans ces filières, j'ai mis en place une enquête qui était multiméthode. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai mené des entretiens, parfois répétés auprès d'étudiants hommes, d'étudiantes aussi, et d'enseignantes et de membres, de professionnels qui encadrent des stages dans ces formations. J'ai par ailleurs effectué des observations, principalement au sein de 2 écoles de sages-femmes et de 2 centres de formation en assistance de service social, où j'ai pu assister à une grande variété de situations, donc à la fois bien sûr des cours, mais aussi des pauses, des sorties étudiantes, des journées portes ouvertes, des comités de sélection ou encore des journées de stage. J'ai pu exploiter les données de 2 enquêtes qui sont menées annuellement au niveau national par la DRES sur les 2 formations. Et enfin, j'ai mobilisé dans cette recherche un ensemble de sources écrites et iconographiques que j'avais pu récolter dans la presse, sur Internet ou dans les archives des écoles. L'analyse de ces différents matériaux a conduit à plusieurs résultats. Je vous propose aujourd'hui d'en évoquer 3 qui me semblent montrer particulièrement l'intérêt qu'il y a d'étudier des trajectoires atypiques de dominants. Le premier porte sur la manière dont se construit le choix d'études improbables de ces hommes. Le deuxième s'intéresse aux socialisations de genre qu'ils connaissent pendant leurs études supérieures. Et le troisième, enfin, éclaire la façon dont des inégalités de genre se produisent et se renforcent pendant la formation. Alors, premièrement,
qu'est-ce qui rend les parcours atypiques étudiés possibles? C'est la question donc que je vous propose d'aborder dans ce premier temps. De fait, la littérature sur les rares femmes qui investissent des domaines dits masculins apporte sur ce point des résultats très importants, à savoir que ces femmes ont souvent eu des dispositions de genre qui expliquent en grande partie leur trajectoire atypique. Elles ont souvent été socialisées depuis l'enfance à des pratiques et à des goûts socialement associés aux hommes, qui les poussent souvent à envisager de façon relativement précoce d'investir un domaine masculin. Mais très vite, je me suis rendu compte que la situation était très loin d'être la même pour les hommes que je rencontrais. La plupart, en fait, ont connu des socialisations de genre en partie, voire largement tournées vers ce qui est conforme, socialement conforme pour leur sexe. Autrement dit, parcours atypique ne veut pas dire nécessairement homme atypique, et ce n'est pas principalement dans les dispositions de genre de ces hommes que l'on trouve l'explication de leur orientation. D'ailleurs, alors que les femmes concernées aspirent souvent assez précocement à rejoindre un domaine dit masculin, le choix atypique est beaucoup plus tardif pour les hommes. De fait, la pente de la trajectoire genrée n'est pas la même pour les deux sexes, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation d'Emmanuel, et finalement, l'atypisme représente un déclassement dans l'ordre du genre pour les hommes, et de ce fait, il correspond souvent pour eux davantage à un ajustement de la trajectoire plutôt qu'à un projet pensé de longue date. Dans la plupart des cas, les hommes en fait, que j'ai rencontrés ont eu pendant longtemps un projet d'études autre, mais à un moment ou à un autre de leur parcours, ils font face à des opportunités et à des contraintes. On a les deux types de mécanismes qui rentrent en jeu, qui les poussent à revoir leur projet et à s'orienter vers des études dites féminines. En fait, on observe un certain nombre de logiques institutionnelles, relationnelles, économiques ou encore territoriales qui peuvent entrer en jeu dans la construction du choix d'études atypiques. Par exemple, la rencontre avec des professionnels ou des étudiantes et étudiants des formations. La mobilisation de dispositifs d'orientation, comme des tests réalisés en ligne ou des journées portes ouvertes, par exemple. Ou encore une offre locale de formation spécifique qui donne à voir ces formations. Un autre exemple de ces influences extérieures qui me semble assez parlant, c'est l'effet que peut avoir une situation de chômage ou des difficultés économiques dans le secteur professionnel qui était envisagé jusque-là, et au contraire une conjoncture favorable qui augure d'une certaine stabilité dans le secteur professionnel dit féminin. C'est par exemple le cas de Michael, dont le père est sans emploi, la mère ouvrière en usine, et qui, avant de se tourner vers des études d'assistance de service social, voulait être journaliste. Donc Michael dit « Le journalisme, c'était un métier qui me plaisait. Vraiment, c'était mon truc. Mais c'était difficile parce que le métier de journaliste, c'est un des métiers qui connaît le plus fort taux de chômage. Il y a très peu d'emplois. Du coup, j'avais une situation qui était précaire, et au bout de 3 ans, je me suis dit, malheureusement, il va falloir que je pense à une reconversion professionnelle, parce que là, ça ne va pas. » Ce type de trajectoire permet d'ailleurs de déconstruire une idée répandue selon laquelle l'écart aux normes de genre serait surtout le fait des milieux les plus favorisés. En fait, on voit que des situations très matérielles de précarité peuvent aussi conduire à l'atypisme. Autrement dit, l'écart par rapport aux normes de genre n'est pas réservé aux milieux les plus dotés et doit être interprété en fonction de logiques qui sont socialement situées. Cela dit, l'exemple qui me semble peut-être encore plus parlant pour montrer le poids des contraintes et des opportunités extérieures dans l'orientation atypique, c'est le rôle que jouent des modalités de sélection appliquées dans la filière, qu'on voit particulièrement bien dans le cas des étudiants sages-femmes. Pendant longtemps, les écoles de sages-femmes recrutaient les étudiants par un concours spécifique. Mais depuis 2002, elles ont mutualisé leurs épreuves avec d'autres filières de santé, notamment avec la médecine. Comme on le voit sur le graphique que je projette ici, ça a eu un effet massif sur la proportion d'hommes dans la formation, alors qu'il reste faible, mais qui malgré tout a été multiplié par 6 en 1 an. En fait, les hommes sont nombreux à choisir la filière sage-femme quand on leur propose une place au regard de leur classement aux épreuves communes. On a ici affaire indissociablement à des mécanismes de contraintes et d'opportunités. Des contraintes parce que dans la quasi-totalité des cas, ces hommes visaient en fait médecine en priorité et ils prennent sage-femme parce qu'ils n'avaient pas des résultats suffisants pour rentrer en études de médecine. Mais des opportunités aussi parce que c'est le fait que la filière soit proposée dans le cadre d'un concours commun qui leur fait découvrir le métier de sage-femme et qui leur permet d'envisager de choisir une telle orientation.
Depuis 2010, vous voyez que les choses ont de nouveau changé. En fait, les candidats et les candidates doivent choisir en amont des épreuves les filières qu'ils et elles présentent. Cela dit, le fait que la filière recrute via la première année d'études de santé continue de jouer un rôle pour les personnes que j'ai rencontrées, notamment parce qu'elle leur permet tout simplement de découvrir le métier de sage-femme. Finalement, on voit donc bien ici le rôle d'influence extérieure dans le choix d'études atypiques de ces hommes. Alors bien sûr, ce n'est pas parce que des influences extérieures jouent un rôle fort qu'elles agissent sur n'importe quel homme. De fait, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais on pourra y revenir si vous le souhaitez. En tout cas, dans la recherche, j'ai montré, en m'appuyant sur la théorie de l'action dispositionnaliste et contextualiste de Bernard Lahire, que si ces contextes ont des effets sur certains hommes, c'est parce qu'ils activent chez eux des dispositions de genre et des dispositions de classe particulières qui, sans nécessairement les y encourager précocement, on l'a vu, rendent tout de même possible leur choix d'études. Plus précisément, j'ai pu mettre en place une analyse typologique qui m'a permis d'identifier 4 grandes logiques qui engendrent le choix atypique, correspondant à des origines sociales, des dispositions de genre et à des contextes d'orientation différents. Pour autant, c'est bien sur le rôle des contextes que je souhaite ici insister, le rôle de ces contextes dans la production de l'atypisme, notamment parce qu'usuellement, la littérature scientifique sur les choix d'études, qu'ils soient typiques ou atypiques d'ailleurs, insiste beaucoup plus sur le rôle des déterminants individuels, comme les aspirations sociales des futurs étudiants et étudiantes et de leurs parents, par exemple. En se concentrant sur l'orientation atypique de dominant, on voit ici l'importance qu'il y a à tenir compte aussi, et parfois même en amont, des contextes dans lesquels les choix sont faits pour en saisir les logiques. Autrement dit, les contextes ne sont pas qu'une toile de fond pour l'orientation, ils y participent activement, ils sont vecteurs de contraintes et d'opportunités qui encouragent certains choix et qui en rendent d'autres moins envisageables. Finalement, ils fournissent les conditions matérielles de possibilité de l'orientation et ils sous-tendent tout choix, qu'il soit typique ou atypique. Un deuxième objectif de cette recherche, je l'ai dit, c'était d'étudier les socialisations dont font l'objet les hommes en formation féminine, en particulier les socialisations de genre. Ce qui est apparu de façon saillante, c'est que ces hommes sont socialisés à jongler avec des pratiques de genre plurielles. C'est-à-dire qu'on attend d'eux d'alterner, selon les situations, entre des pratiques qui marquent le fait qu'ils sont des hommes et d'autres qui, au contraire, atténuent l'expression de leur appartenance de sexe, voire qui les placent du côté de ce qui est socialement associé aux femmes et au féminin. Pour montrer concrètement ce que j'entends par là, je vous propose de prendre l'exemple de la place que ces hommes ont dans le groupe étudiant. D'un côté, leurs condisciples femmes apprécient très clairement la présence de rares hommes dans la formation. Elles les incitent souvent à mettre en avant leur appartenance de sexe et les compétences qui y sont associées. Par exemple, elles les encouragent à prendre les rôles de porte-parole dans les groupes étudiants. Elles considèrent qu'ils sont des bons arbitres et quand il y a des conflits, notamment au sein de la promotion, ou encore qu'ils enrichissent les discussions quotidiennes. Plus généralement, elles leur réservent une place à part dans la promotion et elles les décrivent comme les piliers de la formation. Pour autant, d'un autre côté, dans ces groupes étudiants très féminisés, on attend aussi des hommes qu'ils affichent un fort principe d'égalité des sexes. Cet ethos égalitaire, pour reprendre une expression d'Isabelle Claire, est aujourd'hui largement diffusé dans l'ensemble de la société et en particulier dans les jeunes générations. Cet ethos égalitaire ne remet pas en cause la différenciation des hommes et des femmes, mais il rend moins dissible leur hiérarchisation. Ce principe, donc, comme je l'ai dit, qui est très diffusé dans les jeunes générations, est très marqué dans les formations que moi j'ai pu étudier, ce qui a des effets sur les pratiques qu'on attend des rares hommes. Les étudiantes, concrètement, ne tolèrent pas qu'ils dominent explicitement et en permanence. Plus généralement, elles sont nombreuses à apprécier aussi, parfois, le fait de n'être qu'entre femmes dans la formation, notamment parce qu'elles bénéficient dans ce contexte d'une certaine mise à distance des rôles sexués et sexuels qui leur sont usuellement assignés. Dans certaines situations, elles enjoignent donc plutôt aux hommes de se faire discrets, de s'accommoder des modes de fonctionnement du groupe. Donc j'ai mis ici un extrait d'entretien que je ne vais pas lire pour passer un peu plus rapidement, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fin de compte, dans le groupe étudiant, on attend des rares hommes d'apprendre à faire preuve d'une certaine souplesse en termes de genre. Alors, en adoptant une perspective en termes de socialisation continue, telle que ça a été proposée par Muriel Darmon, j'ai pu ensuite observer que les effets de ce cadre socialisateur diffèrent d'un étudiant à l'autre, en fonction notamment de leur disposition antérieure en termes de genre et en termes de classe. On distingue en fait
4 groupes d'étudiants. Pour certains, la socialisation prend bien. Leurs pratiques correspondent rapidement aux attentes qui s'expriment à leur égard. Pierrick, par exemple, exprime de façon très claire la façon dont il jongle entre différentes postures selon les moments de formation. Donc il me dit, ce qui marche bien dans la promotion, c'est alterner de « je m'en fiche un peu de ce qui se passe autour, fermer sa gueule », ou alors faire une petite pique ou lancer une petite phrase en rappelant effectivement que je suis là, que ça fasse rigoler tout le monde. On peut alterner entre 2 personnalités, tu vois, mais sans jamais vraiment choisir. Ces hommes, en fait, tirent profit de socialisation de genre pluriel qu'ils ont connues en amont de leur entrée dans la formation. Par ailleurs, ils sont souvent issus de milieux assez favorisés, dotés en capitaux culturels, ce qui leur donne des ressources aussi pour répondre aux attentes à leur égard. Les hommes d'un deuxième groupe, beaucoup moins nombreux, se situent dans une position, réagissent différemment à cette socialisation. Ils sont d'accord pour s'intégrer au groupe des étudiantes, ils se sentent à l'aise dans les groupes de femmes, mais ils rejettent très largement l'ensemble des éléments qui les renvoient à leur appartenance de sexe. C'est par exemple le cas d'Adrien, qui dit qu'il est bien dans un univers de filles, que lui, il peut parler de temps en temps avec les autres garçons de la classe, mais c'est pas ça qui l'intéresse. Lui, il passe son temps avec les filles parce qu'il aime ça. Donc, les enquêtés de ce groupe-là sont les rares en fait, que j'ai rencontrés dont les socialisations de genre antérieures ont de fait été plutôt inversées ou assez peu différenciées. Ils sont par ailleurs motivés par leur choix d'études et ils ne souhaitent pas être renvoyés à une appartenance de sexe qui, selon eux, pourrait être disqualifiante pour une profession dite féminine. Pour un troisième groupe d'hommes, on observe au cours de la période étudiante une véritable transformation des dispositions de genre. La socialisation au jonglage a des effets plus marqués. Alors, j'ai mis un exemple ici en entretien, en extrait, mais je peux vous dire par exemple que Ismaël se met au tricot et à la cuisine, que Jonathan intervient moins systématiquement dans les discussions entre pairs, que Vincent reprend davantage ses camarades à l'extérieur de la formation quand il les entend avoir des remarques qu'il juge sexistes, ou encore qu'Antoine se définit comme un caméléon pour expliquer qu'il apprend à s'adapter aux situations, aux contextes dans lesquels il est. Ces hommes ont en fait été socialisés de façon plus conforme par rapport à ce qui est socialement associé à leur sexe en amont de la formation. Cela dit, ils souhaitent tous poursuivre leurs études en assistance de service social ou en sage-femme. Ils sont issus de milieux plus populaires, ils sont intéressés par le contenu de la pratique, mais ils sont aussi intéressés par la stabilité professionnelle ou par l'ascension sociale que leur semblent permettre ces formations. C'est finalement cette tension entre des aspirations professionnelles et des dispositions sexuées qui expliquent l'ambivalence et l'évolution de leurs pratiques en formation. Enfin, pour ce dernier groupe d'hommes, le déploiement d'une souplesse de genre ne se fait jamais vraiment. En amont de la formation, ils ont été socialisés très fortement au masculin et ils opposent des fortes résistances à tout processus qui les conduirait vers des pratiques qu'ils jugent socialement trop associées aux femmes. Pour certains, qui sont issus de milieux très favorisés, dotés en capitaux économiques, ça se combine avec un fort sentiment de déclassement en termes de classe sociale, ce qui rend plus difficile encore leur adaptation et ce qui renforce une mise à distance très claire du groupe des femmes. Qu'on voit par exemple bien chez Alexis qui me dit... il me parle du groupe étudiant et dit « Je pense qu'en fait, le plus gros problème, c'est pour elles, en fait. Parce qu'elles sont entre elles, donc c'est comme si elles étaient entre copines. Elles vont parler de leurs petites fringues, de leurs mecs, de leurs trucs. Elles papotent entre elles. Ça fait vraiment collège, quoi. Hein. Elles se font des nattes. Moi, j'ai assisté à plein de fois où elles se font les cheveux, comme ça. Tu vois ça quand t'as 14-15 ans, mais pas à 20 ans, quoi. Donc on voit ici cette mise à distance très claire et ce mépris, en fait, exprimé vis-à-vis du groupe étudiant qui exprime bien cette position particulière de ce quatrième groupe. Finalement, ce qui apparaît au travers de ces 4 groupes d'hommes, c'est que l'enseignement supérieur constitue une période de reformulation des dispositions de genre. De fait, on sait que ces dispositions sont travaillées en amont même de la naissance et qu'elles semblent souvent très ancrées dès l'enfance et l'adolescence. Et pourtant, ça a aussi été évoqué tout à l'heure, on constate ici, à travers ces cas atypiques, que l'enseignement supérieur ne constitue pas seulement une période de confirmation de ces dispositions, mais qu'il constitue bien une période de socialisation à part entière et qu'il peut participer à la transformation des personnes. On voit donc là, au travers de ce cas spécifique de ces hommes, qu'il importe de ne pas cantonner l'étude des socialisations de genre aux premières années de la vie, mais bien de les examiner jusqu'aux âges les plus avancés, en tenant compte de leurs effets potentiellement profondément transformateurs. Le dernier point que je voudrais évoquer
porte sur les inégalités entre les sexes dans les expériences et les trajectoires étudiantes et professionnelles. Je l'ai dit dans le cas du groupe étudiant, les rares hommes sont valorisés dans les filières si tant est qu'ils sachent faire preuve d'une capacité à s'adapter au fait d'être dans un groupe de femmes. On retrouve cette logique dans le cadre plus formel de la formation. Alors certes, c'est important de le souligner, dans l'apprentissage de la profession de sage-femme et d'assistante de service social, on attend des hommes de se tourner en partie vers ce qui est socialement associé aux femmes. De fait, une condition sine qua non de la pratique de la maïeutique ou de l'assistance de service social, c'est d'être dans le soin, dans le souci de l'autre, de prendre en charge, bref, d'opérer un travail de caring dont on connaît la forte construction sociale au féminin. Dans ce contexte, il est donc bien attendu des hommes d'opérer un déplacement vers ce qui est socialement associé au féminin. En conséquence, ceux qui se montrent durablement réticents à ce déplacement peuvent être perçus comme de mauvais futurs professionnels de l'accompagnement. Ils peuvent recevoir de mauvaises notes, faire l'objet de critiques en stage, redoubler, voire être incités explicitement ou implicitement à quitter la formation si le désajustement avec les attendus semble trop pérenne. Au-delà de ces cas spécifiques, les étudiants hommes connaissent parfois des situations de formation inconfortables. Ils se plaignent de ne pas pouvoir passer inaperçus dans les groupes, du fait que certaines professionnelles ne seraient pas bienveillantes à leur égard, ou encore du fait qu'ils rencontrent parfois, au cours de leurs études, des refus d'accompagnement de la part des patientes et des usagères qui, certaines, préfèrent ne pas être suivies par un homme. Cela dit, ces situations sont marginales. Vraiment, si tant est que les étudiants hommes parviennent à s'adapter au fait d'être dans une formation féminine, ils bénéficient de très nombreux privilèges genrés. Pour ne citer que quelques-uns de ces avantages, ils sont valorisés et incités à candidater dans les formations. Ils occupent largement le devant de la scène dans les rôles de représentation étudiante. Ils trouvent aisément des stages ou encore ils entretiennent des relations plus individualisées avec les enseignants et les enseignantes. Par ailleurs, ils sont en fait, dans l'ensemble, de moins bons étudiants. Ils obtiennent de moins bons résultats en moyenne que les femmes. Mais souvent, ils font l'objet de jugements qui dépassent en partie la prise en compte de ces résultats effectifs et qui soulignent le caractère profondément genré des critères d'évaluation. C'est ce que montre par exemple cet extrait d'entretien avec une enseignante, je ne vais pas le lire en entier, mais qui dit « Ils travaillent moins en général les garçons, mais ils sont beaucoup plus cool, ils sont moins stressés. Les garçons ne veulent pas avoir 18/20, ça c'est clair, c'est pas leur truc. » Donc voilà, les garçons apprennent à trier ce qui est important, etc. Donc on voit ici clairement qu'être un homme en formation féminine, c'est vecteur de privilèges, que certains enquêtés résument d'ailleurs avec humour, avec des expressions du type « c'est le syndrome du chromosome Y ». Pour expliquer ces avantages, il faut en fait combiner différents éléments. Alors bien sûr, le fait d'être peu nombreux rend les hommes très repérables, une visibilité qui est accrue et qui a d'ailleurs été montrée dans d'autres travaux sur des cas atypiques. Mais cette minorité numérique ne peut pas suffire à expliquer ces avantages. De nouveau, la mise en regard avec les situations que connaissent des femmes investies dans des domaines dits masculins est éclairante, puisque ces rares femmes sont loin de connaître des situations comparables. Au contraire, beaucoup de travaux ont montré qu'elles connaissent des expériences difficiles, à la fois dans l'intégration dans le groupe de pairs, dans le fait de faire reconnaître leur légitimité professionnelle ou encore de s'intégrer sur le marché du travail. En fait, si le fait d'être peu nombreux a des effets positifs pour les étudiants hommes, c'est parce que c'est sous-tendu par l'asymétrie profonde qui fonde l'ordre du genre. Déjà parce que les normes de genre ont été intériorisées par les personnes en formation qui, du coup, dans leur pratique, participent aussi à reproduire ces normes de genre. Mais aussi, ça peut s'expliquer par une forme d'adaptation pragmatique à des contraintes sociales qui, de fait, pèsent différemment sur les femmes et sur les hommes. Si on prend le cas des rôles de représentation étudiante, par exemple, souvent, les femmes ne se sentent pas légitimes pour prendre ces rôles ou alors estiment ne pas avoir le temps de le faire correctement. On retrouve en fait ici des freins à l'engagement, des freins matériels et symboliques qui ont largement été montrés dans d'autres travaux et qui finalement rappellent le fonctionnement de l'ordre du genre. Finalement, on est donc loin d'avoir ici affaire à des pratiques qui favoriseraient intentionnellement les hommes, mais les avantages dont les rares étudiants hommes jouissent pendant leurs études donnent à voir le poids du genre comme ordre social. On voit alors l'importance qu'il y a à ne pas envisager les trajectoires atypiques uniquement d'un point de vue statistique, mais bien dans leur dimension profondément sociale. En l'occurrence, les parcours atypiques de femmes et ceux des hommes sont structurés par les fonctionnements hiérarchisés de l'ordre du genre.
Et la minorité numérique ne se départit pas des positions sociales de chacun et de chacune. Au contraire, elle cristallise les attentes vis-à-vis de chaque sexe et explicite à ce titre leurs positions respectives en apportant un éclairage puissant sur les rouages du régime normatif sexué. Finalement, on observe bien ici des inégalités en formation, une expression qu'on peut entendre dans un sens double. D'abord parce qu'il y a des inégalités de genre qui caractérisent la période de formation en tant que telle, autour d'enjeux spécifiquement étudiants, comme le fait de valider les examens ou d'obtenir un stage, par exemple. Mais aussi parce qu'on observe des inégalités pendant les études qui constituent la racine de celles qu'on est susceptible d'observer plus tard sur le marché du travail, relatives par exemple au temps de travail, aux relations avec les supérieurs ou encore aux positions dans les syndicats professionnels. En fait, pendant leurs études, les hommes acquièrent et entretiennent des ressources qui sont susceptibles de faciliter à terme leurs expériences professionnelles. Un bon indicateur pour s'en convaincre, c'est la façon dont tous les hommes rencontrés, sans exception, affirment leur confiance quant à leur capacité à trouver un travail et à monter en hiérarchie, s'ils le souhaitent, alors que les étudiantes femmes, elles, sont beaucoup plus nombreuses à être inquiètes et méfiantes quant à leur avenir. Alors, pour conclure cette présentation, j'aimerais revenir à la question que j'ai ouverte en introduction. Quels éclairages cette étude des hommes de formation féminine apporte-t-elle sur les fonctionnements de l'ordre du genre, et notamment quels éclairages spécifiques donnent leur position de dominant en situation atypique? D'abord, ces cas montrent le rôle clé que peuvent jouer les contextes dans les pratiques de genre atypiques, et plus généralement sans doute dans des pratiques qui se détachent partiellement des normes sociales. Ces contextes jouent un rôle d'autant plus important que les hommes ne sont pas disposés précocement à l'atypisme. Les logiques sociales qui sous-tendent leur parcours improbable ne sont pas les mêmes que celles qui déterminent les trajectoires atypiques des femmes. Elles renvoient à leur position de dominant en termes de genre. Ensuite, les fonctionnements asymétriques se trouvent aussi une fois en formation. L'expérience des rares hommes donne à voir de nombreux privilèges genrés, et on voit ici l'intérêt d'étudier les situations d'atypisme lorsqu'elles sont le fait de dominants, puisqu'elles rappellent de façon très claire que minorité numérique ne veut pas dire minorité sociale. L'atypisme s'inscrit dans des logiques inégalitaires plus larges, en termes de genre notamment, dont les hommes sont largement bénéficiaires. Loin de les soumettre à un processus de subordination, la minorité numérique des hommes participe au contraire fortement à leur valorisation. Enfin, au-delà de la question de la hiérarchie entre les groupes de sexe, cette étude des dominants en situation atypique apporte un éclairage particulier sur les fonctionnements contemporains de l'ordre du genre, notamment chez les jeunes. On a vu les injonctions à jongler pour ces hommes en formation féminine. Dans le contexte d'une formation de l'enseignement supérieur où l'éthos égalitaire est très prégnant, comme plus largement dans les jeunes générations, il est attendu des étudiants de respecter un principe d'égalité des sexes, sans pour autant abandonner les prérogatives de leur sexe, si tant est qu'ils s'adaptent donc à la formation. C'est bien la souplesse de leur pratique de genre qui est valorisée. Tous les hommes n'y arrivent pas de la même façon, ne sont pas également disposés à jongler. Alors, même si ce n'est pas là-dessus que j'ai le plus insisté dans le temps de la présentation, on a pu le voir quand j'ai évoqué les 4 groupes d'hommes, que pour saisir les logiques à l'œuvre, il faut tenir compte de la façon dont le genre s'imbrique avec d'autres rapports de pouvoir, en termes de classe et de sexualité notamment. Ce qui ressort finalement de l'analyse, c'est qu'en formation féminine, il existe non seulement une hiérarchisation entre les sexes, mais aussi une hiérarchisation interne au groupe des hommes. En reprenant la typologie proposée par Ewen Connell, on peut alors considérer que l'art de jongler serait l'une des facettes de la masculinité hégémonique locale. C'est celle qui constitue, dans ce contexte, une forme légitimée d'expression du pouvoir des hommes. La question de savoir si cette forme de masculinité domine au-delà de ces formations féminines reste ouverte. Cela dit, il existe des travaux sur d'autres milieux, sur des contextes plus mixtes, qui ont aussi montré la valorisation d'hommes qui déploient des pratiques de genre variées, en particulier dans les jeunes générations. Il semblerait donc bien que cela soit constitutif d'une forme dominante de masculinité dans un contexte social contemporain marqué par une forte norme d'égalité entre les sexes. L'idée n'est alors pas de suggérer qu'il existerait une seule forme de masculinité hégémonique, mais bien différentes formes de masculinité dominante situées dans l'espace social, on l'a vu avec la présentation d'Emmanuel, en fonction des caractéristiques spécifiques des milieux observés. Le jonglage constituerait l'une d'entre elles, peut-être dans les univers relativement proches de ceux étudiés ici, dans l'enseignement supérieur par exemple, ou plus largement dans les jeunes générations. Pour finir, et je m'arrêterai là, on voit ici l'intérêt qu'il y a à étudier les trajectoires atypiques de dominants.
Bien sûr, parce que ces parcours statistiquement marginaux sont intéressants à étudier en tant que tels, pour mettre à l'épreuve les outils sociologiques et pour rendre compte de ces configurations apparemment socialement improbables. S'ils sont intéressants et s'ils sont heuristiques, c'est aussi parce qu'ils agissent comme des miroirs inversés, des miroirs grossissants sur les normes, en mettant en exergue des phénomènes sociaux qui dépassent la spécificité de ces cas atypiques. Et enfin, il me semble qu'il y a bien un intérêt particulier à étudier ces trajectoires lorsqu'elles sont le fait de dominants. Et c'est aussi l'argument qu'on a souhaité faire avec Solène Brun, Claire Kosker et Juliette Gallonnier dans une communication qu'on a présentée ce matin, dans laquelle nous avons mis en regard des dominants en configuration atypique qui renvoient à différents rapports de pouvoir. En effet, ces configurations atypiques permettent d'interroger la façon dont la position sociale de ces dominants, en termes de genre, mais aussi de classe ou encore de race, se formule dans des situations particulières d'atypisme. En l'occurrence, elles montrent que, loin d'être profondément mises en crise, les privilèges sont au contraire plus ou moins subtilement actualisés par la situation d'atypisme. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je te remercie beaucoup, Alice, pour cette présentation, donc, que j'ai trouvé très complémentaire de la première. Et donc, maintenant, je vous invite à réagir, poser des questions. Donc, Claire, je te passe la parole. Claire Bidard, sociologue. Je suis absolument ravie d'entendre tellement de finesse dans les considérations d'une variable que on considère souvent, et moi-même d'ailleurs quand je débute un cours, comme la variable la plus simple, la plus binaire et la plus stable. Et je suis ravie qu'on en arrive à tellement de pluridimensionnalité, de finesse, de relativité, de considération, de plusieurs dimensions. Ça rejoint la discussion qu'on avait eue ce matin. Les translations, qu'elles soient biographiques ou autres, se font dans des dimensions qui ne sont pas toutes au même moment, qui ne sont pas toutes avec la même intensité, et on doit, pour bien les comprendre, les envisager à des rythmes différents et dans des dimensions différentes. Donc, comme je crois que c'est Emmanuel qui a dit ça à un moment, il y a beaucoup à déplier. Il y a effectivement beaucoup à déplier sur cette variable. Alors, moi, j'ai l'habitude d'une sociologie dynamique, d'une sociologie configurationnelle et aussi d'une sociologie relationnelle. Et je suis contente que vous ayez tous les deux considéré les aspects collectifs aussi. Et pour aller un peu plus loin là-dessus, du coup, j'arrive à une question qui est peut-être plutôt pour Emmanuel. Vous avez dû aborder très rapidement les questions de sexualité. J'avais envie de vous emmener sur la question de la conjugalité. Peut-être, mais peut-être pas tant que ça, que le rapport au genre se construit aussi avec un partenaire ou des partenaires et que ça contribue à la définition de soi en termes de genre. Donc, est-ce que vous avez aussi, parmi toute la richesse du matériau et des questions que vous avez posées, des choses à nous dire sur les formes de conjugalité que ces personnes connaissent donc après la transition, et qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce qu'il y a une autre typologie possible qui peut compléter celle que vous avez faite en 3 positions et qui nous donnerait un petit peu une configuration de dyade? En fait, voilà, on est de quel genre avec qui, hein? Alors juste pour compléter sur cette question donc, des conjugalités, donc ayant lu le livre, pour moi il y a la question aussi des ruptures en fait. Donc c'est bien c'est bien la conjugalité avec qui, mais et donc la question des ruptures, parce qu'il me semble que c'est quand même un élément assez central dans ce couplage de transformation de genre et évolution de la sexualité. Comment ça rentre en jeu? Merci pour ces questions. Alors effectivement, ça c'est quelque chose qui
qui m'a beaucoup intéressé, les transformations, les évolutions, les mutations de la sexualité au fil de la transition en disent beaucoup sur les manières de faire le genre et de le défaire, en fait. D'abord de le défaire, sans doute, c'est ce dont j'ai parlé aujourd'hui, mais aussi de le faire, c'est-à-dire qu'il se passe des choses après. Et moi, de ce que j'ai pu remarquer, c'est que eh bien, les orientations sexuelles, elles évoluent, en fait, avec la transition. Qu'il y a des évolutions contrastées pour les hommes et les femmes aussi, parce que c'est très genré tout ça, et donc le groupe des femmes trans va tendre à s'hétérosexualiser au fil du temps. On parle d'hétérosexualité féminine du coup ici, parce que l'hétérosexualité constitue une fabrique très puissante, ça je le voyais bien en entretien, de la féminité. C'est-à-dire que, pourtant, il y a la moitié des femmes trans qui, avant, sont avec des femmes avant la transition. Et pourtant, même celles-là vont tendre au fil du temps, pendant et après la transition, à s'hétérosexualiser, alors même qu'elles ont pu être qu'avec des femmes avant. Bon. Mais voilà, le groupe des femmes trans tend à avoir de plus en plus de partenaires masculins parce que la construction de soi en tant que femme va vraiment passer par le fait de se voir à travers le regard des hommes, même si c'est juste pour un temps. Parce qu'il y en a beaucoup qui deviennent lesbiennes ensuite plus tard dans la vie. Mais en tout cas, pendant la phase de la transition, il y a presque un moment d'hétérosexualité obligatoire, ce qui rappelle vraiment la contrainte à l'hétérosexualité qui pèse sur les femmes. Et pour les hommes trans, c'est plutôt une tendance à l'homosexualisation masculine qu'on rencontre, une gayification du groupe des hommes trans, parce que pour eux, c'est justement une fois qu'ils sont devenus des hommes, ça va être plus possible en fait d'avoir des partenaires masculins, parce que en fait avant c'était inenvisageable pour eux. Parce que ça les aurait trop assignés à la catégorie femme, justement. Le fait d'être une femme avec un homme, c'était quelque chose de tout à fait impensable pour eux avant la transition, alors que désormais, ça devient possible maintenant qu'ils sont des hommes. Donc voilà, c'est... Oui. Je posais la question de la conjugalité en attendant une réponse sur la relation qui s'installe dans la vie, pas sur la sexualité. Enfin, c'est lié, bien sûr, c'est lié. Moi, je parle des partenariats relationnels de long terme et de la façon dont le regard de l'autre, la vie dans une certaine durée avec quelqu'un peut amener à des réagencements, des évolutions. Voilà, et pas seul. Alors, c'est peut-être dans votre réponse, mais vos mots sont ceux de partenariat, etc., oui. Sexuel. Alors, ça participe effectivement dans l'interaction, hein, très très concrètement. Hein, voilà. Après, cependant, en fait, tout le monde ne s'oriente pas, par exemple, pendant la transition, vers des relations qu'on pourrait appeler de couple stable, voilà. Par exemple, et en fait, et pour autant, même s'il n'y a pas de couple stable, il y a une construction dans l'interaction, voilà, avec les partenaires du genre en fait. Par exemple, beaucoup de femmes trans vont multiplier des partenaires, ce qui est pas banal finalement pour des femmes. On pourrait se dire elles deviennent des femmes et en fait elles ont des conduites sexuelles qui peuvent être beaucoup stigmatisées chez les femmes, pas chez les hommes mais chez les femmes. Et du coup c'est questionnant. Par exemple, moi j'ai remarqué qu'elles avaient beaucoup plus de partenaires déclarés au fil de la vie que les femmes cisgenres. Beaucoup plus. Travail du sexe mis à part. Hein, voilà. Donc, et du coup, et pourtant, en entretien, moi, voilà, il y en avait beaucoup qui me disaient, bah voilà, pendant la transition, c'était vraiment la fête. J'avais plein de partenaires masculins. Je recherchais beaucoup de partenaires masculins, justement. Et en fait, moi, je leur disais, mais alors, c'était quoi cette dynamique? C'était des personnes qui avaient pu être en couple mariés avant. Enfin, et en fait, elles me répondaient que, en fait, elles avaient besoin justement de plaire à un maximum d'hommes. Et pour se sentir femme, par exemple. Et donc, voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la validation qui passe beaucoup par la sexualité. Par la sexualité, peut-être même davantage que par la relation au sens plus général du terme, quoi. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un petit peu plus, mais... Et juste sur la question des ruptures, en fait, bon, la plupart des transitions, la plupart des couples ne survivent pas à une transition, mais certains survivent plus que d'autres. Et ceux qui survivent le plus, ce sont les couples préalablement lesbiens, pour les hommes trans.
Ensuite, ce sont parfois les couples préalablement hétérosexuels des femmes trans. Et par contre, les couples gays ne survivent presque jamais à la transition. Voilà, donc c'est des évolutions, là encore, très, très différenciées et qui veulent dire aussi sans doute certaines choses du point de vue du genre. Bonjour, merci pour vos 2 exposés très problématisés, donc très, très éclairants, très, très agréables à écouter. Donc Hélène Busson-Fenet, sociologue. Alors je vais plutôt poser 2 questions à Emmanuel, parce que je connais bien la thèse d'Alice, mais je vais un peu me servir aussi des 2 formations professionnelles d'Alice pour éclairer les questions à Emmanuel. Vous mettez en avant, me semble-t-il, en tout cas dans votre thèse, la question des expériences de vie, des trajectoires de vie. Autrement dit, si je puis schématiser très grossièrement la chose, la demande et pas l'offre. J'aurais voulu que vous reveniez un petit peu sur les cadres socio-institutionnels de l'offre de transition, qu'il s'agisse d'une offre en termes d'accompagnement social ou socio-psychologique éventuellement, ou qu'il s'agisse d'offres chirurgicales ou en tout cas cliniques, médicales, au sens un peu cristallisé du terme, on dira. Tout ça pour pour m'appuyer sur les 2 formations professionnelles étudiées par Alice. Et j'aurais voulu savoir si vos 400 interviewés étaient domiciliés plutôt dans un contexte urbain fortement outillé, fortement équipé en matière d'offres de transition, sous ces 2 volets, accompagnement social et accompagnement médico-clinique, on dira. Et puis ma deuxième question, c'était si on caractérise un peu davantage cette offre du point de vue des professionnels qui l'assurent, est-ce que vous vous êtes intéressé au positionnement dans l'espace comment on pourrait dire, du militantisme, ou en tout cas des opinions sur l'espace social de genre de ces professionnels? Autrement dit, qui travaillent dans les services hospitaliers qui offrent des transitions, notamment sexuelles, chirurgicales, à vos interviewés. Et est-ce que ces professionnels-là ont quelques particularités au regard de cet espace social du genre? Voilà. Ah, merci, c'est des questions très vastes. Je vais répondre du coup comme je peux. Du coup, sur la question de l'offre, alors moi, il faut savoir que j'ai pas étudié, j'ai pas fait d'ethnographie médicale, j'ai pas fait d'entretien avec les professionnels, mais en tout cas, je les ai malgré tout étudiés de différents points de vue. Alors, une première chose, vous parlez d'accompagnement. Alors, en fait, c'est des protocoles assez spécifiques en fait qui sont destinés aux trans, qui datent maintenant de plus d'une 50aine d'années et qui font l'objet de standards internationaux qui ne sont pas propres à la France. Et ce sont des standards qui se caractérisent par certaines particularités, comme par exemple une évaluation psychiatrique préalable à toute forme de médicalisation. Une évaluation psychiatrique longue, donc qui n'est pas un accompagnement, mais vraiment une évaluation diagnostique que je mentionnais un peu entre les lignes tout à l'heure, puisqu'il faut pouvoir dire au psychiatre en consultation ce qui est attendu, sinon on risque de ne pas être accepté dans le protocole médical. Donc ça, c'est un premier point, c'est vraiment un protocole qui se caractérise par une forte évaluation de la demande. Il y a une forme de régulation de la part de l'institution. Pareil pour le changement d'état civil qui est judiciarisé, pour lequel il faut en passer par le tribunal et par un dossier à fournir au juge. Et moi, ce qui m'a intéressé à ce propos-là, à propos de ces protocoles, c'est 2 choses en particulier sur lesquelles je me suis attardé. En fait, la première, c'est justement ce que ça crée, justement, ces exigences de psychiatrisation et de judiciarisation. C'est-à-dire que ça place les personnes dans des situations de double contrainte, d'une certaine manière, où il faut qu'elles prouvent aux psychiatres et aux juges qu'elles appartiennent déjà à leur catégorie de sexe de destination avant même d'avoir pu obtenir les éléments nécessaires
justement à cette bonne intégration dans le sexe de destination, à savoir des papiers d'identité et des modifications corporelles. Donc ça place les trans dans une situation très souvent de vulnérabilité sociale qui va grandement favoriser la précarisation, la marginalisation, avoir des conséquences très importantes matériellement parlant pendant cette phase, et favoriser aussi des déclassements très très importants du point de vue de la classe sociale cette fois. Donc ça, c'est un premier élément que j'ai essayé d'investiguer. Un deuxième qui m'a intéressé, c'est l'androcentrisme de ces protocoles, et notamment l'histoire de ces protocoles qui s'est avant tout concentrée tout au long du siècle dernier sur les femmes. Donc c'était vraiment quelque chose qui révélait, qui permettait d'étudier à nouveau frais la médicalisation des corps des femmes comme une forme aussi de contrôle social sur leur corps, etc. Et dans le même temps, ce à quoi ça a conduit en termes d'invisibilisation de la population des hommes trans qui aujourd'hui encore reste relativement méconnue. Dans les représentations, ce qui a des conséquences aussi pour eux, ce qui fait qu'ils ont beaucoup de problèmes administratifs, par exemple, parce que personne ne connaît leur existence, donc on les croit pas, on pense qu'ils fraudent à chaque fois. Enfin bon, voilà, c'est des choses que j'ai pu aborder sous cet angle-là. Après, sur la domiciliation, en fait, moi, de ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait de fortes... en fait, j'ai pas étudié... j'ai interviewé des personnes qui... les deux enquêtes, c'était... des personnes qui pouvaient être domiciliées dans différentes régions, que ce soit en milieu rural ou urbain, petite ville ou plus grande ville. En fait, moi, j'ai observé dans tous les cas de fortes circulations vers les grandes villes avec les services hospitaliers, etc. Plus de circulation, même des fois des personnes précaires, parce qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent aller dans les protocoles hospitaliers dans les grandes villes, alors que d'autres peuvent avoir recours aux circuits libéraux, mais à leurs frais. Donc voilà, beaucoup de circulation, des inégalités sociales de santé, c'est très clair, et des inégalités territoriales dans une certaine mesure, mais avec malgré tout des circulations qui pouvaient parfois être remboursées par la sécurité sociale même des populations les plus précaires. Bon. Pour ce qui est des professionnels qui travaillent dans les services hospitaliers, alors j'ai pas fait d'enquête là-dessus, donc je peux pas donner leurs caractéristiques. En revanche, j'ai fait une enquête récemment sur les services de PMA et les personnes qui travaillent dans ces services et qui accueillent des personnes trans. Et c'est vrai que c'est pas des profils les profils les plus typiques sans doute. Et pour avoir rencontré pas mal mais là c'est pas scientifique ce que je dis, c'est vraiment de professionnels de la transition. C'est vrai que ce qui revient très souvent, et on le voit dans des travaux d'histoire aussi sur ce sujet, c'est que c'est des personnes qui se trouvent être d'une manière ou d'une autre assez marginales en fait dans leur champ professionnel, et qui du coup, comme il y a beaucoup de controverses avec les personnes concernées, qui leur reprochent beaucoup de choses aux médecins, peuvent aussi répondre aux personnes concernées, mais vous comprenez pas que nous on ruine notre carrière en s'intéressant en travaillant avec vous justement, etc. Donc il y a beaucoup d'incompréhension mutuelle, mais en tout cas ils ont vraiment l'impression d'être marginalisés dans le champ parce qu'ils ont cette activité. Donc, c'est les seuls éléments que j'ai. Voilà. Pardon, j'ai pris beaucoup de temps. Merci. Alors, je passe à une dernière question à Dominique. J'en avais aussi une autre, mais qui je pense, serait trop longue. Bon, je vais essayer de faire court. Juste une interrogation que j'avais par rapport au secteur que tu as étudié, Alice, Dominique Epiphane du CEREC. Est-ce que tu penses que on aurait les mêmes résultats sur des secteurs peut-être un petit peu moins valorisés professionnellement et en termes de diplomation? Par exemple, je pense au secteur de la petite enfance ou au secteur de l'aide aux personnes âgées. Est-ce que tu crois que cette valorisation du masculin, pour aller très très vite, serait du même ordre? Merci. Alors, il existe des travaux sur les éducateurs de jeunes enfants, par exemple, ou sur aussi des étudiants qui investissent des filières très féminisées, mais plutôt, par exemple, en lycée professionnel, ou donc dans pas des formations de l'enseignement supérieur, où du coup, on peut questionner cette question du niveau de qualification, etc., où on voit quand même des mécanismes assez comparables. Je dirais que c'est pas tellement une question de valorisation des professions, d'autant plus que la profession de sage-femme, comme celle d'assistante sociale, sont très largement dévalorisées et pas reconnues à leur niveau de qualification, mais plutôt en fait ça peut s'exprimer différemment déjà en fonction des contextes de sociabilité qu'offrent ces formations. Est-ce qu'il est plus ou moins intense, par exemple? Il y a aussi
des formes de panique morale différentes autour de la place d'homme dans certains métiers, notamment ceux qui touchent à la petite enfance, qui s'expriment pas de la même manière dans les métiers que moi j'ai pu étudier. Mais en fait, un des arguments que il me semble qu'on peut faire aussi en mobilisant, je pense aux travaux d'une sociologue qui s'appelle Clotilde Lemarchand, qui a travaillé sur les choix atypiques de filles et de garçons en lycée professionnel, c'est qu'un certain nombre de choses semblent se détacher de la classe sociale, justement, et qu'il faudrait arrêter de penser le genre que comme imbriqué dans la classe, mais aussi comme un système de domination à part entière, avec des logiques socialement situées, bien sûr, mais qui a aussi une forme de fonctionnement qui dépasse les différences entre filières. C'est aussi pour ça que j'avais voulu étudier 2 formations qui sont assez différentes, en fait, et qui sont pas tout à fait dans le même type de sociabilité étudiante, par exemple, ou le même rythme de formation, et pourtant, on voit un certain nombre de phénomènes transversaux au-delà de leurs différences. Voilà. Merci. Moi, j'avais une question, mais vous n'allez pas y répondre. Mais c'était plus sur la question de la frontière. Et dans les 2 présentations, finalement, on a l'impression qu'on a une frontière ouverte pour de ton côté, Alice, pour faire venir les hommes dans des formations a priori fermées dans les pratiques. Et alors, à l'inverse, on est bien sur des questions de frontières assez fermées, notamment dans l'ordre du juridique et dans l'ordre médical. Hein. Et ça, tu ne l'as pas abordé, mais c'est toute la première partie du livre et c'est passionnant. Hein. La construction qu'il y a et l'encadrement de la transition dans les démarches transgenres. Et donc... Donc il y avait pour moi il y avait cet enjeu-là. Alors il y aurait eu, je pense, un dialogue intéressant, d'autant plus que les 2 formations qu'a suivi et étudié Alice sont des formations qui renvoient à la santé, aux soins, les sages-femmes, on s'occupe du corps des femmes, et au droit aussi, parce que l'assistante sociale c'est un dispositif de contrôle social. Donc là, bon, et voilà. Mais donc c'était juste, je voulais faire partie de cette question parce que je pense que dans le contexte des rencontres, ça me semblait important de le dire, mais on va évidemment pas la traiter maintenant. Et donc je vous remercie tous les 2 très chaleureusement pour vos présentations qui étaient passionnantes. Et donc je vous dis à cet après-midi à tous et toutes.